Dans cette vidéo, nous allons étudier les volumes Docker. Alors, qu'est-ce que c'est que les volumes Docker? Les volumes Docker, ça permet de persister les données dans un conteneur. Alors, on va voir ça de manière pratique. Premièrement, on va se rendre dans l'invite de commande. Ensuite, il faut lancer la machine sur laquelle vous avez installé Docker. Donc moi j'ai installé ça sur une machine qui s'appelle Docker Machine. On va s'assurer que notre machine se lance bien. Elle est ici. Voilà, on a notre machine Docker qui va se lancer. Alors là, on affiche l'écran. On pourrait, dans le Vagrant File, si on souhaitait que cet écran s'affiche automatiquement, ajouter un paramètre pour demander à ce que l'écran de la machine s'affiche sans qu'on ait besoin d'aller, comme on le fait ici, vérifier que la machine se lance bien. Alors, on retourne ici, c'est parfait. On va se connecter sur la machine avec Vagrant SSH. Clear pour effacer l'écran. Et on va faire un Docker version. Voilà. Ça, c'est important de faire un Docker version pour vous assurer que le client et le serveur fonctionnent. Souvenez-vous, Docker, ça permet de créer des conteneurs dans lesquels on empaquette des applications, des systèmes et toutes les librairies dont les applications ont besoin. Ça permet, en fin de compte, de pouvoir créer des machines virtuelles légères, entre guillemets. Et il faut impérativement que 3 éléments soient fonctionnels. Le client Docker, le CLI, qui permet d'envoyer des commandes au démon Docker, le serveur Docker. Et de plus, le troisième élément, c'est le Docker Hub qui permet de récupérer des images. Au cas où le serveur et le client, ou plutôt le serveur ne fonctionnent pas, il faut rajouter, souvenez-vous, le user Vagrant, il faut le rajouter au groupe Docker. Donc là, si je fais groups, si j'écris groups Vagrant, on voit bien que Vagrant appartient au groupe Docker. Si ce n'est pas le cas, souvenez-vous la méthode, la commande sudo usermod -a grand G Docker Vagrant, c'est-à-dire le nom de cet utilisateur, ou carrément vous utilisez la variable d'environnement $user. Cette variable d'environnement est une variable qui va tout simplement stocker le nom de l'utilisateur actuel. Vous validez et vous activez la configuration du groupe avec une UGRP Docker. Sinon, on est obligé de redémarrer la machine ou de se connecter, de se redéconnecter. Pour avoir la liste de toutes les variables d'environnement utilisées dans un système Linux, il suffit de taper la commande env et là, il vous les donne toutes.
On a plusieurs variables d'environnement, le shell, pour savoir sur quel shell on travaille, PWD pour connaître le nom du répertoire actuel, logname, le, le logging, hein, etc. Le home, c'est-à-dire le répertoire de travail de l'utilisateur actuel, et puis bien d'autres variables hein, d'environnement et d'autres que l'on peut créer encore. Hein. Les variables d'environnement, c'est important parce que c'est ce qui permet de définir parfois donc le comportement du système d'exploitation. Allez, je fais un clear. Ensuite, une fois que vous avez votre machine qui est opérationnelle, avec le Docker opérationnel, vous faites un Docker PS. Ça vous permet de savoir s'il y a éventuellement des machines qui sont en train de fonctionner. Au cas où il y a des machines qui fonctionnent, vous pouvez les arrêter en faisant Docker stop, $, Docker, PS, -Q plutôt, et vous validez. Alors, c'est peut-être pas cette commande-là, j'ai dû me planter quelque part. Alors, Docker stop, Docker PS, alors c'est $Docker PS -AQ. On va y arriver, voilà, c'est parfait. Alors, cette commande-là permet, c'était une des questions d'hier, hein, c'est une commande qui permet d'arrêter toutes les machines qui sont en exécution en mémoire. Alors, comment ça fonctionne, cette commande-là? C'est une commande, si vous prenez par exemple cette partie-là, hein, si vous prenez cette partie-là, vous faites un docker ps -aq, on voit que cette commande-là permet d'afficher tous les les identifiants des machines Docker qui sont en exécution, qui existent plutôt sur la machine. Si je fais un docker ps -a, ça me permet d'obtenir la liste des conteneurs Docker qui existent sur mon disque dur. Mais si je rajoute l'option -aq, comme ça me permet de lister que les idées. Et donc, cette commande-là, quand je fais un docker stop, je lui passe tout simplement, avec le $, hein, ça c'est une façon de pouvoir exécuter des commandes avec Linux. Quand je fais un $ et entre parenthèses je mets une commande, ça permet d'exécuter quelque chose. Pour Linux, cette exécution, je la passe. Une fois que ça a été exécuté, ça va me permettre d'obtenir la liste des idées des machines. Et donc, la liste des idées des machines, je la passe à la commande docker stop. Et donc, docker stop, quand je lui passe les idées des machines, ça va me permettre de stopper l'ensemble des machines qui sont en fonctionnement sur le disque dur. Et bien évidemment, si je remplace stop par RM, hein, bien, que ça va tout simplement permettre de les supprimer. Alors, maintenant qu'on a fait ça, qu'on a donc un système sur lequel il y a Docker qui est installé, et qu'on a un système sur lequel on a arrêté toutes les machines, on va maintenant s'intéresser au volume Docker. Alors, pour pouvoir créer, alors d'abord, il y a plusieurs façons de créer des volumes Docker, ou de les utiliser plutôt. Alors d'abord, pour comprendre cette notion de volume, on va d'abord parler de persistance des données. Pour comprendre la persistance des données, eh bien, on va créer un conteneur. Alors Docker run. Alors normalement, cette commande-là, si je voulais l'écrire entièrement, ce serait Docker container run. Docker container run moins -it moins name. On va travailler avec une machine qu'on va appeler
compte vol, appelé comme ça. On va faire en sorte qu'elle fasse fonctionner le système Ubuntu, comme ça. Et puis, on va ensuite builder. Voilà. Donc on est actuellement dans ce conteneur, ici. Alors si je fais ici, maintenant, je vais par exemple créer un dossier, mkdir data. Je crée un dossier data. Et si je fais cd data, à l'intérieur de cette machine, je vais y créer un fichier. Je vais faire par exemple écho. Bonjour par exemple. Je vais créer un fichier avec cette commande écho bonjour. Et je vais faire une redirection de cette commande écho bonjour. Une redirection, ça veut dire qu'au lieu que écho bonjour affiche à l'écran le résultat de cette commande, je veux qu'il l'envoie dans un fichier, tout simplement. C'est ce que veut dire redirection. Donc j'utilise le symbole supérieur et je vais créer le fichier fichier.txt. Si je fais un ls, il y a bien un fichier qui existe sur ma machine, compte vol. Et si je fais un cat fichier.txt, il y a bien bonjour qui a été créé dans ce fichier. Je vais faire un exit. Alors quand on fait un exit, si je fais un docker ps, ma machine ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de processus actif qui bloque tout simplement le conteneur afin qu'il continue de fonctionner. Je vais faire un docker ps-a. J'ai bien mon conteneur qui est ici. Si je fais un docker start ici, compte vol, par exemple, voilà. Ici, je ne parviens pas à me connecter à la machine parce que tout simplement, comme je suis sorti de la machine, j'y arrive plus. Donc, si je fais un docker start compte vol, je vais faire un bash par exemple, je n'arrive plus du tout à pouvoir démarrer cette machine. Si je fais un docker ps, elle est ici à ma machine, elle a démarré. Donc, cette machine ayant démarré, je vais m'y connecter, docker exec -it compte vol. Et puis j'envoie le bash. Une fois que je suis à l'intérieur, si je fais un ls, il y a bien le dossier que j'ai créé. Est-ce que mon dossier existe? Le voilà, le dossier data. Si je fais un cd data, et si je fais un ls, voici le fichier, il est là. Je fais un exit, je fais un docker ps, j'ai mon conteneur qui est en train de fonctionner, qui a démarré. Alors, si maintenant ce conteneur compte vol, je vais le détruire. Clear, je fais un clear. Je vais détruire ce conteneur. Donc, je vais faire un docker rm compte vol. Alors, il me dit que le conteneur est en exécution. Je vais faire -f. Je le supprime. Clear. Donc, si je fais un docker ps-a,
le conteneur, il n'existe plus, hein, et je vais le recréer, ce conteneur. Voilà, donc Docker conteneur run. Donc vous voyez, ça c'est pour juste expliquer que quand je fais Docker run, en réalité, la commande run s'applique au contexte conteneur, puisqu'avec Docker, on va voir qu'on peut utiliser d'autres contextes, hein, d'autres objets. Donc Docker container run ou Docker run, hein, -it, -m, control, Ubuntu. Donc je vais recréer le conteneur. Je valide. Et là, si je fais ls, eh bien, le dossier data a disparu. Tout ce que j'avais fait comme paramétrage n'existe plus. Ça, c'est embêtant, parce qu'il faut bien comprendre que les conteneurs, contrairement machines physiques, hein, les conteneurs, ce sont des choses qui sont éphémères. Et donc, imaginons qu'en production, on crée des conteneurs qui fassent fonctionner des données sensibles, hein, qui sont absolument nécessaires pour que les applications fonctionnent. Qu'un conteneur soit détruit, soit intentionnellement, soit par inadvertance, soit parce qu'il a craché, soit parce que la machine ne fonctionne plus, etc., etc. Donc, toutes les données qui seraient stockées à l'intérieur auraient été perdues, hein, effacées. Et ça, c'est un problème. C'est la raison pour laquelle les volumes, hein, permettent de persister les données. C'est ce qu'on va voir maintenant. On va voir comment est-ce qu'on doit configurer un conteneur pour que lorsque on le détruise, par exemple, hein, eh bien, ce conteneur, les données que l'on aura créées à l'intérieur de ce conteneur, dans le cadre d'une base de données, dans le cadre de configuration, etc., toutes ces données-là, on va les retrouver. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, on va faire un exit déjà pour sortir. On va supprimer ce conteneur Docker RM. Alors, Docker RM, et le conteneur s'appelle compte vol. Voilà, donc on vérifie que le conteneur a été supprimé. C'est parfait. Sous Docker, il y a plusieurs manières de créer des volumes. On va d'abord utiliser les volumes Docker. Alors pour ça, on va faire Docker volume. Vous voyez, c'est ça que j'appelle le contexte, hein. Tout à l'heure, on avait écrit Docker run. Pardon, on avait écrit Docker container. Et on avait écrit Docker container. Et derrière, on avait écrit la commande run. Là maintenant, parce que je souhaitais travailler sur des conteneurs. Donc quand on écrit Docker conteneur derrière, il y aura les commandes qui s'appliquent au container. Comme je veux travailler sur des volumes, maintenant je vais faire Docker volume. Ça va permettre derrière d'utiliser les commandes qui s'appliquent à des volumes. Si je fais Docker help, par exemple, hein, ici, je vais avoir l'ensemble des commandes que je peux utiliser, hein. Les commandes, ici je vais avoir les commandes communes, hein, le run, le exec, le ps, le build. Ensuite, dessous, ici, je vais avoir ce qu'on appelle les commandes de gestion, un peu les contextes, hein. On voit ici que je peux travailler sur les conteneurs, donc faire Docker conteneur, run. Je peux travailler sur les volumes. Je peux travailler sur les réseaux, les networks. Je peux travailler sur Compose, donc faire Docker Compose. Toutes les commandes que l'on voit ici, ce sont des commandes qui définissent tout simplement les contextes, hein, sur lesquels je peux travailler. Ici, donc ça veut dire que je vais faire Docker Builder et quelque chose derrière. Docker Build X et quelque chose derrière, etc., etc. Donc on voit comment les commandes fonctionnent. Et ça permet de voir d'ailleurs tous les contextes, hein, sur lesquels je peux travailler.
Alors je vais faire un clear ici et je vais revenir au volume. Docker volume, create, et je vais créer un volume que je vais appeler vol1. Voilà. Donc cette commande, docker volume create, permet de créer un volume. Comme ça, c'est un objet Docker, on va aller l'inspecter. Donc je vais faire un Docker inspect vol1 par exemple ici. Hop. Et quand je l'inspecte, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'il me dit quand est-ce qu'il a été créé. Il y a un driver qui est utilisé pour créer ce volume, un driver local, puisque c'est un volume local. Il y a plusieurs façons de créer des volumes. On peut créer des volumes même qui sont externes à cette machine, avec Docker. Ici, le point de montage, c'est-à-dire dans quel dossier de ce système est-ce que ce volume a été monté. Et là, si je fais ça, je fais un bouton droit pour copier. Il faut que je passe en mode route par contre, il faut que je fasse un sudo et su. Si je fais un cd et que je colle, c'est là où le volume Docker qui s'appelle vol1, ce volume Docker qui s'appelle vol1, c'est dans ce dossier sur la machine qu'il est monté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ici que le conteneur qui utilisera ce volume pourra persister ces données. Alors ce qu'on va faire, on va faire un exit, maintenant qu'on a compris comment on crée un volume Docker, on va faire un clear. Et ce qu'on va faire, on va tout simplement utiliser ce volume avec la machine de tout à l'heure. Donc on va rappeler la commande qui a permis de créer notre conteneur et on va la compléter. Donc ce qu'on va dire à ce conteneur, on va lui dire, il faut que tu utilises le volume, un volume pour stocker les données. Donc pour ça, je vais faire -v ici. Et une fois que j'ai fait le -v, je vais par exemple lui dire, voilà, je souhaite que le vol1, ce volume, soit mappé avec le dossier data qui va être créé dans le conteneur Ubuntu. C'est-à-dire que le vol1 qu'on a vu tout à l'heure, qui est monté sur le chemin qu'on a vérifié, eh bien, il va stocker toutes les données du dossier data, qui n'a pas encore été créé dans la machine, mais qui va être automatiquement créé, et qui sera dans ma machine. Alors pour ça, je valide. Si je fais un ls, je constate qu'il y a bien ce dossier data qui a été créé. C'est un peu comme ça que peut fonctionner notre vagrant, par exemple. Ici, je vais rentrer dans data. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement à ce niveau-là, donc refaire ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire je vais faire un écho, bonjour, bonjour, ici, et je vais faire un supérieur fichier.txt. Donc si je fais un ls, le fichier a bien été créé. Si je fais un cat fichier.txt, j'ai bien le bonjour qui existe dans le fichier. Alors le test là, je ne sais pas d'où ça vient ce truc là. Enfin bon, on va faire un exit. Ici, on va faire un docker inspect vol1 pour revoir un petit peu le dossier dans lequel on a ce volume. Sudo et su, cd et je colle le chemin. CD et on a dit je colle le chemin mais sans les guillemets à la fin. Si je fais un ls, ici, j'ai bien fichier.txt et test qui existe ici. Alors si je prends le fichier.txt ici,
qui est ici. Par exemple, je fais un cat fichier .txt, il y a bien des données à l'intérieur. Je peux en rajouter si je fais un écho. Rebonjour. Cette fois-ci, je fais une double redirection, supérieur, et j'écris fichier.txt. Si je fais un cat fichier .txt, rebonjour, il est là. Si je passe si je fais un client, si je fais un edit, je vais sortir du dossier, un clear, et si je rappelle le conteneur avec docker start compte vol, hein. Voilà, si je fais un docker ps pour m'assurer que ça fonctionne bien, voilà. Si je fais un docker exec -it et que je fais compte vol et fais un bash, je fais un ls, j'ai bien le dossier data qui est là. Si je fais un cd data, si je fais un ls, et si je fais un cat fichier.txt, on a bien le fichier qui est ici, qui est persisté sur le disque. Très bien. On va faire un clear. Alors, supposons que maintenant je fasse un docker rm compte vol 1 -f, c'est compte vol, pardon, pour détruire la machine. Donc si je fais un docker ps -a, la machine n'existe plus. Mais si je la recrée, alors bien sûr, attention, hein, quand vous la recréez, il faut bien prendre soin d'y ajouter cette commande, hein, vvolume. Si je valide ici, si je fais un ls, dossier data, il est bien là. Si je fais un cd data, et si je fais un ls, les données existent bien. Voilà. Et là, donc on a nos données qui sont persistées. Et ça, c'est très bien parce que ça veut dire que là, même si on supprime un conteneur, pas de problème, on persiste les données. Même si on crée un conteneur sur une machine X et qu'on le détruit et qu'on souhaite recréer ce conteneur sur une machine Y, il suffira juste de copier-coller tout simplement tous les dossiers qui seront sur une machine physique vers une autre machine physique et de recréer le conteneur, point barre. C'est d'autant plus intéressant si, par exemple, on a par exemple une base de données qui est dans un conteneur. Donc on pourrait persister la base dans un dossier et puis transporter ça ailleurs. Même chose pour les fichiers de configuration de serveurs complexes, hein. Il faut repérer les dossiers dans lesquels il y a ces fichiers de configuration pour les persister. Voilà pour la première manière de persister des données. On va sortir de là. On va détruire le conteneur, docker rm. Donc, le conteneur s'appelle compte vol. On le détruit. On s'assure que le conteneur n'existe plus. Alors, docker volume rm vol 1. Si je souhaite détruire le volume, et on va aller vérifier que le volume a bien été détruit. Docker volume ls. Déjà, ça permet d'avoir la liste des volumes qui existent. Et on voit que effectivement, je n'ai plus de volume qui existe ici. Si je voulais détruire d'autres volumes, il suffirait tout simplement que je fasse la même chose que ce que je viens de faire.
Bien, on va passer à une autre façon de créer des volumes. On va utiliser pas des volumes Docker, mais des volumes locaux, hein, tout simplement. Alors, voyons comment on crée des volumes locaux. Pour créer un volume local, on va faire par exemple, au lieu de faire Docker create volume, ici on va faire carrément, alors, on va aller dans le dossier. Vous voyez que ici, hein, si je fais pwd, la commande pwd, ça permet de voir dans quel dossier je me trouve. Je suis dans le dossier du home. Si vous n'y êtes pas, vous faites juste un cd tilde, comme ça. Et le tilde, hein, le Alt-GR, et puis la touche 2 de votre clavier, vous validez, et ça vous permet, quel que soit l'endroit où vous êtes, de revenir au volume du home. Hein. Voilà. Donc là, de temps en temps, il est intéressant de voir quelques commandes intéressantes, hein, sous Linux, hein, pour les camarades qui ne les connaissent pas. Alors, ce que je vais faire, je vais créer un dossier. Par exemple, je vais l'appeler mkdir volume 1, par exemple. Si je fais un ls, j'ai bien le volume 1 qui existe. Et maintenant, je vais rappeler la commande de création de conteneur qu'on a utilisé tout à l'heure. Ce qu'il y a, je vais la modifier. Ici, je ne vais pas faire vol 1, je vais faire volume 1. Mais alors attention, il faut mettre tout le pardon. Là, il faut mettre tout le chemin du volume. Alors, ce qu'on va faire, on va supprimer cette commande. On va rentrer d'abord dans volume 1. Voilà. Et on va faire pwd. Comme ça permet d'avoir tout le chemin. Alors, une chose importante, hein, pour exécuter des commandes Docker, vous pouvez être dans n'importe quel répertoire. Hein, ça n'a pas d'importance. Je peux rester là ou je peux revenir. Allez, je vais faire un cd tilde, allez, comme ça. On est tranquille. Alors, je rappelle la commande. Et là, je vais tout simplement supprimer volume 1 et c'est ce chemin-là et le chemin vers ce volume que je vais placer ici. Voilà. Je vais tout simplement valider. Et là, si je fais un ls, hein, je constate que le dossier data a bien été créé. Je rentre dans le dossier data. J'écris echo. Bah tiens, on va faire comme tout à l'heure. Hein. Bonjour. Supérieur à fichier .txt. Je fais un ls. Je fais un cat fichier .txt. Et une fois que j'ai fait mon fichier .txt ici, je constate le contenu de ce fichier. Je vais faire exit pour sortir du conteneur. Hein. Si je fais un ls volume 1, je constate que j'ai bien fichier .txt qui a été créé dans le volume 1. Si je fais un cat fichier, si je fais un cat volume 1 slash fichier .txt, on voit bien qu'on a bonjour dans ce fichier. Et si je fais un écho rebonjour et que je l'envoie dans le fichier, alors ici je précise le chemin vers le fichier, fichier.txt. Alors là, par contre, il me dit permission denied. Ça, c'est intéressant, ça. Là, j'ai pas cette possibilité d'écrire dans ce fichier. J'aimerais bien voir pourquoi j'ai pas cette possibilité d'écrire dans ce fichier. Tiens. Alors, si je fais un cd volume 1, et si je fais un ls, si je fais un ls déjà, j'ai fichier.txt, mais si je fais un ls moins pas L, fichier
.txt, qu'est-ce que je constate? Eh bien, je constate que le fichier .txt, il appartient à root. Ça, c'est intéressant, ça. Ça veut dire donc que malgré qu'on ait créé ce volume 1, on l'a créé avec l'utilisateur Vagrant. Si je fais ici, si je fais un cd point point, si je fais un ls-al, volume 1, on constate que le volume 1, lui, il appartient à l'utilisateur Vagrant, qui est ici. Et c'est ce qu'on voit ici, hein, c'est-à-dire que quand on fait ls-al, ça permet de faire apparaître un certain nombre de détails concernant les fichiers, les répertoires. Par exemple, si je considère cette ligne-là, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'on a un premier caractère qui est D. Ça signifie tout simplement que ici, on est en train de vérifier une directory, un répertoire. La directory pour laquelle on est en train de faire apparaître des propriétés, elle est ici, c'est point. Point, ben, il s'agit tout simplement de volume 1 qui est ici. Et donc, on constate hein, que volume 1, il appartient donc à Vagrant. On constate par contre que le fichier .txt, donc on voit que c'est un fichier parce que le premier caractère, ben, il n'y a rien qui est mentionné, on constate que ce fichier .txt, lui, il appartient à root et au groupe root. Ici, ces caractères-là indiquent des permissions. Par exemple, les trois premières permissions qui sont ici, le R c'est pour read, le W c'est pour write, écrire, et le tiré qui est ici pour lequel j'ai pas de caractère, en l'occurrence ici, c'est pour l'exécution, le X, c'est-à-dire pour dire que le fichier peut être exécuté ou pas. Et donc, ces trois premières permissions, ce sont des permissions qui sont affectées au propriétaire du fichier, qui actuellement est le root. Donc le root, lui, il a le droit de lecture, il a le droit d'écriture, et il n'a pas le droit d'exécution. Le R, les trois propriétés qui suivent ici, ce sont des permissions qui vont être attribuées au groupe auquel appartient le propriétaire. Le groupe auquel appartient le propriétaire, il est à côté ici, c'est root. Root appartient au groupe root. Vagrant appartient au groupe Vagrant. Vagrant appartient également au groupe Docker. Donc on voit que ces trois permissions-là, read pour lecture, tirer, ça veut dire qu'il n'y a pas la possibilité d'écriture, et le tiret qui est là, ça veut dire qu'il n'y a pas la possibilité d'exécution. Ces trois propriétés-là sont affectées à ce groupe-là. Et enfin, les trois dernières propriétés qui sont ici, les trois dernières permissions, sont affectées au reste du monde, c'est-à-dire aux utilisateurs qui sont ni le root, et aux utilisateurs qui n'appartiennent pas au groupe root, c'est-à-dire, par exemple, à Vagrant. Vagrant, c'est un utilisateur qui n'est ni le root, et c'est un utilisateur qui n'appartient pas au groupe root. Donc Vagrant, lui, les seuls droits qu'il a sur le fichier .txt, c'est uniquement la lecture, c'est pas l'écriture, c'est pas l'exécution. Donc on voit qu'en l'occurrence, dans l'état actuel des choses, tout fichier que l'on crée dans le conteneur, tout à l'heure ce fichier .txt, il a été créé dans le conteneur, tout fichier que l'on crée dans le conteneur, eh bien, Vagrant n'a pas le droit de faire quoi que ce soit dessus parce qu'il appartient aux routes. Donc on va voir comment on pallie ce problème, qui peut être un problème lorsque on va installer des applications
pour lequel on doit avoir des permissions sur le disque. Alors ça, c'est déjà très intéressant d'observer ça. On revient pour l'instant sur les volumes, on va continuer. Alors je refais, donc là je vais plutôt passer en mode route déjà pour pouvoir avoir accès au fichier. Si je fais un CD volume 1, si je fais un ls, si je fais un cat fichier.txt, ça marche. Donc là, on voit quand même quelque chose d'autre encore, c'est qu'on voit que l'utilisateur root qui est créé dans le conteneur, c'est le même que l'utilisateur qui fonctionne qui est créé dans la machine locale, puisqu'il a le droit d'afficher le fichier, d'écrire dans le fichier. C'est plutôt ce qu'on va faire maintenant. Donc on va écrire un écho bonjour, ce qu'on voulait faire tout à l'heure, maintenant qu'on est en mode route et qu'on a ce droit-là. On va faire un supérieur à fichier.txt. Si je fais un cat fichier.txt, voilà, et bien, si je fais un exit, alors je vais faire un docker ps et je vais restarter ma machine, un docker start compte vol, je fais ça. Si je fais un cd data, je ne sais plus comment j'ai appelé, il faut d'abord que je me connecte à la machine déjà pour commencer. Docker exec -it, c'est compte vol bash. Voilà. Si je fais un ls, si je fais un cd data, si je fais un ls, j'ai bien le fichier qui est là. Et si je fais un cat fichier.txt, effectivement, donc on a bien le fichier qui est là. Et donc là, si je fais bien sûr un ls-al, on voit que ce fichier appartient au root. Alors, ce fichier appartient au root parce qu'on l'a créé dans le conteneur où on est en route. Mais qu'en est-il si, par exemple, on crée le fichier d'abord sur la machine hôte? Je vais faire un exit ici. Je vais faire un clear. Je vais rentrer dans volume 1. Et là, cette fois-ci, c'est là où je vais créer le fichier touche fichier1.txt. Donc si je fais un écho bonjour et que j'envoie ça dans fichier 1.txt, si je fais un ls-al, on constate que le fichier 1.txt appartient à l'utilisateur Vagrant groupe Docker. Alors, si maintenant je vais faire un docker exec, je fais d'abord un docker ps pour m'assurer. Voilà, donc c'est ça. Donc docker exec -it. Et une fois que j'ai fait ça, donc je lui passe un compte vol bash. Je fais un ls, je fais un cd data, je fais un ls. Si je fais un ls-al, alors qu'est-ce que je vois ici? Ah, le fichier, ici, il appartient à qui? Il appartient à l'utilisateur qui a pour ID 1000, donc c'est pas Vagrant qui est mentionné, et il appartient au groupe qui a pour ID 997. Donc là, en aucune manière, c'est Vagrant qui est mentionné, c'est plutôt l'idée de l'utilisateur. L'idée d'un utilisateur. Donc c'est pas le root, et c'est le groupe 997. Donc ça, c'est intéressant de comprendre déjà ce principe. Alors pourquoi l'idée 1000 ici, et pourquoi le groupe 997?
On aimerait bien comprendre ça. Alors déjà, on va vérifier que dans fichier 1, fichier 1.txt, on a bien bonjour. OK. Alors je vais ressortir du conteneur. Je vais faire un clear. Et ce que je vais faire ici, je vais faire un cat /etc/pass/wd. Ça va permettre d'afficher un fichier dans lequel il y aura la liste des users. Alors, je valide. Voilà. Et ici, qu'est-ce que je constate à ce niveau-là? Alors, le groupe Vagrant, il faut le trouver, il est là. Voilà, Vagrant, il est là. Et on constate que l'ID qu'il possède, c'est l'ID 1000. Et on constate bien évidemment que le groupe par défaut auquel il appartient, c'est le groupe 1000. Donc ça, c'est intéressant de voir déjà que le chiffre 1000 représente, et c'est un ID qui est associé au groupe Vagrant, et que le conteneur interprète le propriétaire du fichier que l'on a créé ici avec cette idée-là. Donc lui, c'est ça qu'il reconnaît. Donc ça, c'est très intéressant à comprendre. Et si je fais un cat /etc/ groupe, il me semble, si je regarde Docker, le conteneur Docker, lui, il a pour ID 997. Donc ça, c'est très intéressant de comprendre que les conteneurs interprètent les utilisateurs et les groupes de la machine hôte en fonction de leurs idées. Et on va voir comment on pourra donc créer dans... D'ailleurs, si on y va maintenant, là, on va faire un clear. On fait un clear et on va revenir dans le groupe, dans le conteneur, docker exec -it control bash. Voilà, si je le fais ici sur ce conteneur cat /etc/p, c'est pass wd, ici, je constate que l'utilisateur qui a pour ID 1000 n'existe pas. Il n'existe pas dans ce fichier-là. Je constate également que le groupe, si je fais un cat /etc/groups, /group, pardon, ici, hop, je constate que le groupe qui a pour ID 997 n'existe pas dans le conteneur. Donc ça, c'est des constatations intéressantes que nous venons de faire. C'est-à-dire que, on vient de constater que quand on est dans le conteneur, qu'on a un volume ici, que ce volume, on a constaté que quand on a un volume, tous les fichiers que l'on crée à partir du conteneur et qui existeront dans le volume sur le disque dur, ils appartiendront aux routes, et que quand on fait l'inverse, eh bien, on a des fichiers qui appartiennent à Vagrant. Et donc, on est capable de les modifier, ces fichiers-là. On est capable de les modifier dans le conteneur. D'ailleurs maintenant, et si je fais ici écho, on va tester ça d'ailleurs pour voir, est-ce qu'on est capable de les modifier déjà, supérieur, supérieur, et si je fais fichier 1.txt, si je fais un cat fichier 1.txt, ici, alors je vais refaire un écho, bonjour encore une fois, ici, voilà. Donc là, je vais modifier, et on refait encore un écho, hop, et je l'ai bien modifié ce fichier-là. Voilà. Si je fais un exit, si je fais un ls, si je fais un cat fichier 1.
.txt. Ici, on constate qu'à l'intérieur du fichier, j'ai que bonjour qui s'affiche. Alors que ici, j'ai 3 bonjours qui s'affichent. Je vais faire un clear. Ici, je vais recommencer. Je vais re-rentrer dans le conteneur. Donc, exec-it compte vol bash. Je vais dans le dossier data. Je fais ls. Si je fais un cat fichier 1 txt, on voit qu'il n'y a qu'un bonjour qui s'affiche. Si je refais mon écho là, hop, hop et hop. Et si je fais un cat fichier 1.txt, on a bien ici plusieurs bonjours qui s'affichent. J'ai 1, 2, 3 que j'ai rajouté. Si je passe, je vais faire un exit ici. Si je fais un ls, et je vais afficher ce fichier-là, cat fichier 1.txt, on a bien nos 4 bonjours qui s'affichent. Alors j'avais sûrement fait une mauvaise manipulation. Donc là, on voit que ce fichier-là, par contre, je peux encore le modifier ici. Si je rajoute encore un bonjour, ici, j'en rajoute un 5e, 5. Et si je rentre dans le dossier, si je vais sur data et je fais un cat fichier 1.txt, j'ai bien mes 5 bonjours qui s'affichent. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre cette notion de permission parce que on va en avoir besoin par la suite. Voilà pour ce type de volume-là. Et bien évidemment, si je détruis le conteneur, si je fais un docker rm compte vol-f, si je fais un ls dans voluma, il y a toujours les données. Et donc si je recrée bien évidemment le conteneur, vous cherchez la commande, si je recrée le conteneur, voilà, si je recrée le conteneur docker conteneur run-it -name compte vol -v, je vais mapper le volume avec data Ubuntu, ici, hop. Si je fais un ls data, j'ai bien évidemment les fichiers qui sont conservés. Voilà pour cette deuxième manière de créer des volumes avec Docker, et ça nous a permis de voir cette notion de permission entre ce que l'on crée dans un conteneur Docker et ce qui va exister dans un volume sur le disque dur de la machine hôte. Donc à retenir cette notion de permission. On va voir comment on va la travailler ultérieurement. Alors pour finir, on va tout simplement faire un docker rm compte vol -f, comme ça, et on va faire un cd point, on va faire un... alors on va tenter, tiens, si je fais un rm -r, et si j'écris volume 1, rm -r, pardon, si j'écris -r volume 1, il me dit que c'est pas possible parce qu'il y a un fichier qui est protégé, parce qu'il a été écrit en route. Donc il va falloir faire un sudo, détruire le conteneur, ls, si je fais ls, volume n'existe pas. Pourquoi sudo? Parce que à l'intérieur, le fichier.txt avait été créé dans le conteneur alors qu'on était en route. Ces notions de permission, vous voyez qu'elle nous empoisonne un petit peu l'existence, et on verra comment traiter cette chose-là. Voilà pour ce deuxième type de volume. On va maintenant parler de vos conteneurs.
ou plutôt de conteneur de données, hein, ce serait plus précis. L'objectif ici, ça va être de créer, cette fois-ci, donc de voir une autre façon d'utiliser des volumes. Là, on va utiliser un conteneur de données. Et ce conteneur de données va être utilisé par d'autres conteneurs de Docker pour pouvoir utiliser les volumes. Alors, premièrement, on va d'abord créer un conteneur. On va faire docker run -it compte -nem compte données, on va l'appeler comme ça, ce conteneur, et on va lui faire, alors d'abord, on va faire un -v, -v, on va définir un premier volume qui va s'appeler data, et tiens, on va faire encore moins data 1, et data 1, et un autre qui va s'appeler data 2, par exemple, Ubuntu. Voilà, et notre conteneur, et si je fais un ls, qu'est-ce que je constate? Je constate que j'ai bien data 1 et data 2 qui ont été créés. Donc ces deux éléments-là ont été créés, et comme ce sont des volumes, il doit y avoir impérativement sur la machine hôte des volumes qui leur sont associés. On va faire un exit, on va faire un docker inspect Ubuntu. Non, c'est pas Ubuntu, hein, c'est docker inspect compte données. Hein. Docker inspect compte données, hein, c'était ça plutôt. Deux je crois, voilà. Donc on va inspecter le conteneur qu'on vient de créer, et si je remonte jusqu'à volume, hein, probablement, ici, hein, je vais remonter, hein. Je vais remonter tout en haut, et quand on descend, on va trouver les volumes, hein, quelque part. Il faut les rechercher. Alors, voilà, donc volume, monte ici. Monte. Ici, on a les volumes qu'on a créés. On a un volume et un deuxième volume. On a le volume data. Destination, c'est ce qui est dans le conteneur. Et la source, elle est ici. C'est-à-dire que sur le disque dur, voilà où se trouve le dossier. Et voici comment s'appelle le volume sur la machine physique. Même chose pour le deuxième, ici. Ça, c'est le volume qui est monté dans le conteneur, on l'a vu. Et voici le nom du volume et sa destination sur le disque dur. On va aller contrôler tout ça. Faisons un clear. Je vais faire un docker volume ls. Il n'y a pas de s à volume, bien sûr. Voilà. On a bien ces deux volumes qui ont été créés sur le disque. On peut les inspecter. Par exemple, je vais prendre celui-là. Si je fais un docker inspect, on colle. Attention, c'est pas bon. Alors, je reprends ça. Je vais inspecter ce volume. Voilà, j'ai bien ce volume. Voilà, on a le dossier dans lequel il est monté. Il est ici. Ça veut dire que si je me rends, si je fais un sudo et su, et si je fais un cd et je colle, voilà, je peux, non, attention, c'est cd, mais il ne faut pas mettre les guillemets. Hein. Et je colle, je suis bien dans un dossier ici. Hein. C'est vrai que le nom de volume, il est un peu rébarbatif, mais voici les volumes correspondant aux deux volumes que j'ai créés tout à l'heure. Je vais faire un exit. Voilà, donc si je fais un docker ps, j'ai pour l'instant aucun conteneur qui fonctionne, mais si je fais un docker ps-a, j'ai bien un conteneur qui est un conteneur de données
dans lequel j'ai défini deux volumes qui existent sur le disque dur. Et là, ce que je vais faire, je vais créer un conteneur qui va tout simplement utiliser les volumes de ce conteneur de données. Alors pour ça, je vais rappeler la création de mon conteneur de tout à l'heure. Allez, donc voilà. Donc tout à l'heure, on avait créé un Docker LAN, conteneur, LAN, -it, -name, compte vol, etc. Alors attention, on va modifier la commande. Hein. Donc là, ce qu'on va dire, on va écrire volume tiré flamme égale et on va écrire compte donné. C'est-à-dire que dans la commande, on dit qu'on va créer un conteneur qui s'appelle compte vol en mode interactif et terminal, qui fera fonctionner l'image Ubuntu, mais qui utilisera les volumes qu'on a définis dans le conteneur de données. On valide. Si je fais un ls, on a bien des données data 1 et data 2, les deux dossiers de tout à l'heure qui ont été créés. Donc si je fais un cd data 1, ici, si je fais un touche fichier 1.txt, si je fais un écho bonjour supérieur à fichier 1.txt, si je fais un cat fichier 1.txt, je constate que j'ai bien bonjour dans data 1. Si je fais un cd et que je rentre dans data 2, si je fais un écho rebonjour et je fais un supérieur fichier 2.txt, si je fais un cat fichier 2.txt, on a bien un rebonjour qui existe ici. Si je fais un exit, je fais un clear. Si je fais un ici, je vais afficher la liste des volumes. Si je fais docker volume ls, alors voilà, toujours je me plante ici, c'est docker sans s, hein, volume sans s. J'ai bien les volumes qui sont là. Voyons ce premier volume. Si je fais un docker inspect et je colle ce premier volume pour comprendre quel est son chemin, parce que ça c'est le nom. Voilà, le chemin il me le donne ici. Et donc je l'ai là. Donc je peux aller voir hein, dans ce dossier ce qui a été créé. Si je fais un ls, je colle, hop, il faut passer en mode route, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Faisons un clear, faisons un ls et je colle. J'ai bien fichier 2.txt qui existe dans ce dossier. Si je faisais la même chose pour l'autre volume, hein, ça fonctionnerait de la même façon et je peux même voir le contenu. Hein. Il suffit juste que je rajoute ici fichier 2.txt et je vais me positionner ici vers 4. Voilà, donc c'est bon, les données sont persistées. Donc là, voilà comment est-ce qu'on peut utiliser un conteneur de données pour pouvoir, en fin de compte, persister des données dans d'autres conteneurs. C'est-à-dire qu'on crée un conteneur dans lequel on définit des volumes, et puis on peut créer d'autres conteneurs qui vont utiliser les volumes de ce premier conteneur hein, qu'on aura créé. Allez, on va supprimer tous les conteneurs, docker rm. Alors, on va faire plutôt docker ps. Docker, docker ps -a. On va supprimer docker rm. On va supprimer le conteneur de compte vol qui est ici. Voilà, hop, et on va supprimer le conteneur de données.
Voilà donc une deuxième manière de créer d'utiliser des volumes sous Docker. Alors maintenant, on va s'intéresser à une façon de créer des volumes sur Docker en utilisant des répertoires partagés. Alors pour comprendre cette notion de répertoire, pardon, des répertoires partagés distants. Alors pour comprendre un peu ce qu'on veut faire, on va se positionner sur, je vais me positionner sur Humlet ici pour expliquer en photo ce que je vais faire. Alors ça c'est une manipulation juste explicative. Latino, c'est un produit UML Latino qui est utilisé pour pouvoir créer des diagrammes UML. Je n'arrive pas à me positionner dessus. Incroyable. UML Latino. Peut-être start ici, c'est ça. Free Online UML. Voilà. Donc ça, c'est un produit que j'utilise juste pour faire un schéma. Peut-être pas obligé de faire la manipulation. C'est une explication de ce qu'on veut faire en image. Donc, l'objectif de ce qu'on va faire, ça va être de pouvoir créer tout simplement une première machine. Ici, on va avoir une machine. Cette machine, ce sera un premier serveur. Pardon, je diminue un peu. Ce sera un premier serveur. C'est un serveur, par exemple, on va l'appeler serveur NFS, Network File System. On va installer sur ce serveur ce qu'on appelle le Network File System. Ça veut dire qu'on va avoir un dossier quelque part ici qui va s'appeler, par exemple, qui peut s'appeler partage, qui peut s'appeler autrement d'ailleurs. Et donc, l'objectif, ça va être d'avoir, par exemple, une autre machine ou plusieurs autres. Sur cette autre machine, on va avoir un serveur, par exemple Ubuntu, Docker, sur lequel Docker est installé. Et donc, ce qu'on souhaite faire ici, c'est créer un conteneur, CRNOT1, un conteneur Docker. Et ce conteneur Docker, l'objectif, c'est que ce conteneur Docker, ces données seront stockées sur ce serveur qui sera distant, sur lequel on aura mis le NFS en place. Network File System, c'est quoi le Network File System? C'est tout simplement un système de fichiers qui va nous autoriser à faire un partage qui sera accessible à distance. Et là, l'objectif, c'est que quand on crée un conteneur, ici, eh bien, ce conteneur, on souhaite qu'il ait des volumes qui pourront stocker leurs données sur ce partage. Ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce serveur-là tombe en panne, on s'en fout, on aura un serveur NFS quelque part que l'on pourra d'ailleurs dupliquer. On pourra faire des réplications si on veut faire ce qu'on appelle du load balancing. Donc voilà ce qu'on va créer. Donc premièrement, ça veut dire qu'on va devoir créer une machine Ubuntu 22 sur lequel notre distribution, ça c'est comme vous le sentez, sur lequel on va mettre en place ce partage NFS. Et on pourra utiliser notre machine sur laquelle Docker est installé pour pouvoir créer des conteneurs qui vont utiliser ce partage NFS. Donc première étape, maintenant que ceci est expliqué, première étape, on va d'abord aller faire un mkdir
partage NFS pour pouvoir créer cette première machine, partage NFS. Voilà. On va se rendre sur notre background cloud. Google, hop, je clique ici. On va faire un background cloud et il va falloir aller chercher une machine. Alors attention parce qu'on va faire des paramétrages sur notre machine. On va faire notre machine Bento, ce que j'ai l'habitude avec, je sais que ça va fonctionner. Bento Ubuntu, et on va aller chercher la 20 ou la 22, par exemple. On va rester sur celle-là qui est très bien pour faire nos manipulations. Donc on va récupérer dans un premier temps cette machine-là, comme ça. Et on va se faire notre background init. Alors, non, je me suis complètement planté. Faire un exit d'abord, hein, parce que là je suis sur la machine vacante, fait une bêtise. Et on va faire plutôt mkdir un partage NFS hein, ici. Le partage NFS hein, que j'ai créé sur la machine vacante ne me sert à rien. cd partage NFS. Et là, c'est là où je vais faire le vagrant init. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je fais un dir, il y a le fichier vagrant file. On va aller le modifier, ce fichier vagrant file. Clear ici. CLS plutôt. Alors, notepad vagrant file. Et là, on va descendre jusqu'à la ligne où nous avons la possibilité de donner une adresse IP privée, celle-là. Cette ligne-là. On veut donner une adresse IP privée à notre machine. Donc on va retirer ce commentaire-là. Et ici, on va lui mettre une adresse, par exemple, 3320, par exemple. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce qu'il faut impérativement que cette machine communique sur le réseau avec la machine sur laquelle on aura installé Docker. Si ce qu'on a expliqué sur notre schéma, on veut que la machine sur laquelle on va installer le service NFS communique avec la machine sur laquelle on aura installé notre Docker. Ah oui, parce que l'objectif, c'est de pouvoir créer un volume qui sera mappé avec un partage sur le serveur NFS. Donc ça, c'est la première des choses. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer ici et faire votre vagrant app pour démarrer cette machine sur votre serveur, sur votre VirtualBox, excusez-moi, sur la machine VirtualBox. Et donc là, on va pouvoir avoir notre machine qui démarre. Entre-temps, pendant que cette machine est en train de démarrer, il va falloir que... oh, déjà, j'ai fait une bêtise. Hein, j'ai tout simplement créé le partage dans Docker Machine. Bon, ça n'a pas d'importance. Ok, bon, je reviens ici. Et je vais rentrer dans Docker Machine. J'aurais pu le faire ailleurs, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ici, dans Docker Machine, par contre, on va être obligé, alors donc partage NFS, on n'était pas obligé de le faire ici, hein, on peut le faire à l'extérieur du dossier Docker Machine, bon, mais ça n'a pas d'importance, hein. On va le laisser là. Alors, par contre, dans Docker Machine, hein, c'est-à-dire la machine Docker, le fichier vagrant file, on va aller le modifier également. On va faire un notepad file, voilà. Et là, il faut descendre jusqu'à l'endroit où on a mis
adresse IP privée. Voilà, ici. Et là, il faut impérativement également qu'il n'y ait pas de dièse ici et qu'il y ait une adresse IP qui soit affectée dans le même réseau que le serveur NFS de tout à l'heure. Tout à l'heure, le serveur NFS, il avait pour adresse 192.168.33.20, il me semble. Ici, donc, il faut lui donner une adresse dans le même réseau. Là, j'ai mis 11. Et donc, bien évidemment, il faut sauvegarder ici. Et il va falloir que vous fassiez un vagrant reload ici. Un vagrant reload pour que les modifications soient prises en compte. Donc ici, on a la machine, le serveur NFS qui est en train de se lancer et il faut également que votre machine Docker, elle ait une adresse IP dans le même réseau que le serveur NFS. Et bien évidemment, faudra contrôler que les deux machines communiquent entre elles à l'issue de leur démarrage. Voilà, donc ça veut dire qu'on va avoir un serveur NFS qui, normalement, est en train de démarrer ici. Voilà, partage NFS, il s'est appelé. Si je clique sur un fichier, voilà, donc il est en train de démarrer. Voilà. Et on va avoir également, bien sûr, ce serveur NFS, il aura une deuxième interface, on le voit ici, en réseau privé haute en plus de la carte NAT. Où est-ce que c'est? Le Docker Machine. C'est sur le Docker Machine. Docker Machine qui est ici, celui-là. Lui, même chose, il aura la carte NAT et il aura un réseau privé. C'est extrêmement important quand on veut tester des configurations réseau réelles que de pouvoir construire des choses comme celle-là, puisque à l'issue d'une manipulation qui serait fonctionnelle sur des machines VirtualBox, je pourrais aller sur des réseaux réels, je pourrais aller sur le cloud, ça fonctionnera, mais alors de la même manière. On revient ici pour voir où est-ce qu'il en est pour le NFS. Ben, il est tout le temps en train de l'initialiser. Et on revient ici et on voit qu'il est en train d'initialiser tout ça. Donc on va attendre bien évidemment que le serveur NFS soit démarré et que la machine soit démarrée pour pouvoir continuer. Donc là, je constate que de ce côté-ci, je suis sur le serveur NFS, voilà, qui est ici, le partage NFS. Et là, je suis sur le Docker Machine. Donc je vais faire un vagrant SSH pour me reconnecter à la machine qui fait fonctionner Docker. Voilà. Je vais faire un IP ADDR pour m'assurer que j'ai bien un interface réseau qui est en 3311. Je vais aller sur la machine qui fait fonctionner le serveur NFS. Donc là, je suis obligé d'attendre que cette machine soit rebootée. Voilà. Ici. Là, elle reboot. Alors en règle générale, quand on a des laboratoires comme cela, soit on a une machine très puissante, ça va très vite, soit on a une machine qui n'est pas très puissante, ça va moins vite, soit on peut faire un petit compte sur le cloud avec AWS qui serait gratuit pour travailler sur des machines gratuites et faire ce genre de manipulation beaucoup plus rapidement, bien évidemment. Je reviens ici. Il va falloir attendre un petit peu que ce serveur NFS se mette en place. Et l'objectif, ce sera de vérifier sa config. Le voilà, il est mis en place. Donc je me connecte sur le serveur NFS. Faites un peu grand SSH. Il faut faire un IP ADDR
pour bien contrôler qu'on a une adresse IP qui est en 3320. Et là, vous devez tester que vous pinguez à partir de ce serveur NFS la machine sur laquelle vous avez installé Docker, le 192.168.33.11. Ça marche. Voilà. Et vous devez tester de l'autre côté, ici, que vous pinguez bien. Vous ping 192.168.33.20. Que vous pinguez bien le serveur NFS. Quand on a ça qui est fonctionnel, très important de faire cette vérification, ça veut dire qu'on a déjà notre configuration qui est en bonne voie. Donc on va continuer, on va se positionner sur le serveur NFS. Alors attention de bien contrôler que vous êtes sur le serveur NFS. Serveur NFS, il faut voir que vous êtes sur le partage NFS ici, et que vous êtes connecté sur cette machine-là. C'est simple pour ne pas vous tromper. Si vous faites Docker version, ça ne doit pas marcher, puisque Docker n'est pas installé sur cette machine-là. Et c'est sur ce serveur NFS qu'on va, dans un premier temps, installer un partage NFS. Nous allons donc installer notre serveur NFS. Pour ça, on va récupérer cette URL. On va se rendre sur Internet. On colle notre URL. How to set up an NFS mount en Ubuntu 22.04. Ah, donc il y a un tutoriel que vous pouvez lire ici pour en savoir plus sur les serveurs NFS. Et nous, on va aller faire les manipulations. Donc là, on nous dit sur l'hôte. Donc ça veut dire qu'on va récupérer cette commande, sudo apt-update, pour mettre à jour la liste de nos dépôts. Voilà. Ensuite, on va retourner sur le site. On va récupérer cette instruction qui va nous permettre d'installer le package nécessaire pour installer un serveur NFS. Valide. L'installation va se faire tranquillement. On retourne sur le site. Alors on descend sur le client. Pour l'instant, on ne fait rien. On verra sur le client tout à l'heure pour faire les tests. On descend sur Create the Shared Directory on the host. Voilà, donc First make the Shared Directory. Donc là, on va créer le dossier à partager dans le dossier var, dans le sous-dossier NFS et dans le sous-dossier général. Donc ce genre d'instruction, sudo mkdir, c'est pour créer le dossier, -p, ça va permettre de créer cette arborescence de dossier dans le dossier var. Donc on sélectionne cette instruction et on va coller cette instruction pour créer l'arborescence de dossier. Ensuite, on va s'assurer que cette arborescence de dossier a bien été créée et on constate bien évidemment que cette arborescence appartient aux routes. Ensuite, on descend. Ici, on va donner des autorisations sur le dossier général, avec la commande show. La commande show, ça veut dire que le propriétaire de ce dossier général, ce sera nobody, donc le groupe, l'appel. L'utilisateur nobody et le groupe nos groupes. Hop. On va sélectionner cette commande. On va la coller ici. Voilà, donc là, ça va permettre, si je fais un ls -tl, on voit que les propriétaires et le groupe propriétaire a changé. Ensuite,
on va descendre un petit peu plus bas pour donner des autorisations sur notre dossier partagé. Donc ici, on va récupérer cette commande-là pour pouvoir ouvrir le fichier qui va permettre de configurer le partage NFS. Voilà. Ensuite, on descend un petit peu plus bas et on nous donne la syntaxe à utiliser à ce niveau-là. On récupère, on descend plus bas, on colle, mais alors attention, je ne sais pas si si c'est bien, j'ai bien tout récupéré, normalement, j'en ai récupéré. Normalement, il n'y avait que 2 instructions, je ne sais pas pourquoi j'en ai 3. Voilà, on va venir ici pour... je vais CTRL-K, je vais tout supprimer et je recolle, voilà, il n'y en a que 2. Et ici, client IP, il faut spécifier l'adresse IP de la machine cliente. La machine cliente, c'est la machine sur laquelle Docker est installé, qui avait pour adresse IP 192.168.33.11. Si vous avez fait cette adresse-là, et client IP ici 192.168.33.11. CTRL-O, voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va redémarrer le service serveur NFS, du moins le service, voilà, pour que ce soit effectif. Alors, on nous demande d'ajuster le firewall. Alors, il faut voir déjà le statut du firewall. S'il n'est pas actif, on n'a rien à ajuster du tout. Voilà, comme il est inactif, bon, c'est pas la peine de faire les différentes configurations sur le pare-feu. Ensuite, voilà, donc là, on va passer au client. Donc le client, c'est-à-dire que maintenant, notre serveur NFS, il est actif. Et là, donc, on passe sur le client, c'est le Docker. Et sur le Docker, sur la machine Docker, alors attention, là, je suis passé sur la machine Docker. Vous vérifiez que vous êtes bien sur la machine Docker. Voilà, donc notre version, voilà. Donc là, on a la version du Docker. Donc là, on va remonter dans le document parce qu'il y avait des choses à faire tout au début. Tout au début du document, il y avait ici voilà, des choses à faire sur le client. Voilà ici. Sur le client, on doit installer un certain nombre de choses. Donc, update déjà pour commencer. Et ensuite, on doit installer le paquet NFS Common pour que on puisse accéder au partage NFS. Donc là, on attend que la commande s'achève. Voilà. Et on va lancer l'installation de ce paquet. Donc là, on me dit que c'est déjà fait. Et maintenant, il faut qu'on teste que notre partage NFS fonctionne bien. Donc là, on descend un petit peu plus bas pour créer les points de montage. Ça, c'est pour vérifier. Là, pour l'instant, on n'est pas sur du Docker. Donc, sur la machine cliente, on va créer un dossier. Donc là, on est toujours sur la machine Docker. On va créer le dossier NFS général qui va être un point de montage. Et on va créer le dossier NFS Home ici. Voilà. Donc, on valide. Ensuite, on va faire un montage du dossier qu'on a partagé tout à l'heure sur la machine hôte. On va le monter sur le dossier NFS général qui est ici. C'est-à-dire que le dossier qui sera sur la machine hôte
va en quelque sorte pointer sur le dossier qui sera sur la machine NFS. Donc attention, il ne faut pas valider. Il faut ici changer en 192.168.33.20. C'est l'adresse IP du serveur NFS. Donc ici, sudo monte, on va monter ce partage NFS qui est sur le serveur distant sur ce répertoire local. On valide. Si, il faut valider. Si ça passe, c'est que ça va, ça se passe bien. Et on va monter également le répertoire home. Ici, voilà, donc je colle. Alors attention, il faut venir changer l'adresse IP. 192.168.33.20. On va monter le répertoire home du serveur NFS sur le répertoire NFS/home de la machine locale. Donc voilà, on a fait ça. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, si je fais un df-h, ça va me permettre de voir les points de montage. Ça, c'est une commande Linux. On voit bien les points de montage qui sont ici, c'est-à-dire qu'on voit le dossier local NFS général qui pointe sur ce dossier sur le serveur NFS et le dossier NFS Home qui pointe sur ce serveur, sur ce dossier Home du serveur NFS distant. Et donc, à partir de là, on peut tester que ça fonctionne bien. Donc, pour tester que ça fonctionne bien, test NFS Access, on nous dit first write a test file to the var NFS general share. Donc ça veut dire que là, on voudrait s'assurer que le partage fonctionne bien. Donc pour s'assurer que le partage fonctionne bien, ça veut dire que tout fichier qu'on va créer dans le dossier général sur cette machine locale, puisque cette machine, si je fais un ls ici, j'ai bien ce dossier. Il faut faire attention, comme ça. Il faut faire un cd / pour commencer, et ensuite je fais le ls. Et donc là, je vais avoir quelque part, que je le trouve, ici, je vais faire hop, celui-là, je vais faire un ls, et je vais coller. Alors, je peux faire un cd NFS général, voilà, donc là j'ai le dossier NFS général qui se trouve sur cette machine Docker. Et si je fais par exemple un touche test.txt, il faut faire un sudo test. Sudo touche test.txt. Si je fais un ls, donc j'ai ce fichier qui existe ici. Et si je vais sur le dossier, sur le serveur NFS, donc sur le serveur NFS, je devrais le trouver dans ce dossier-là, ce fichier-là. Je me rends sur le serveur NFS, si je fais cd et je colle, et si je fais un ls, je constate que pas de problème, ça fonctionne bien. On voit que mon partage NFS fonctionne bien, et si je fais un ls-al, on voit d'ailleurs à qui appartient donc le fichier test.txt. Donc on voit que le partage NFS fonctionne bien. Alors, bien évidemment, ce que j'ai fait pour l'instant, je n'ai pas utilisé Docker, j'ai juste testé que le serveur NFS fonctionne bien et que j'ai bien un serveur NFS qui fonctionne. Maintenant, on va voir comment on peut utiliser ce serveur NFS dans le cadre de la persistance via des volumes Docker. Voilà, maintenant, tout ce qu'on vient de faire là, c'est créer un serveur NFS. On a créé un serveur NFS sur la machine, alors contrôlez bien, IP ADDR. Là, on est sur la machine NFS, puisque c'est l'adresse IP qu'on a choisie pour ce serveur.
Donc, une fois qu'on a créé ce serveur NFS, on est passé sur le serveur Docker. On peut contrôler IPADDR. Voici son adresse IP, elle est là. Et on a constaté que, pas de problème, le serveur NFS fonctionne bien puisqu'on a créé un partage ici. Alors bien sûr, hein, ce qu'on vient de faire là, c'est uniquement pour contrôler que le serveur NFS fonctionne bien. Donc là, je vous rappelle qu'on est sur la machine où Docker est installé. Et là, maintenant, l'objectif, c'est de créer un volume qui va être monté sur le répertoire partagé du serveur NFS, donc un volume Docker. Pour ça, on va utiliser la commande suivante, docker volume create driver local. Alors, ce symbole, ça veut dire que l'instruction continuerait sur cette ligne, mais je l'écris à la ligne suivante. opt type égale NFS, hein, c'est-à-dire que c'est un volume de type NFS. Ensuite, opt o égale adresse, on va donner l'adresse du serveur NFS et indiquer que c'est en lecture-écriture qu'on souhaite créer ce volume. Et puis, ici, on va définir le répertoire partagé sur le serveur NFS. Donc ces deux lignes-là, ce sont des lignes dans lesquelles on définit le serveur NFS et le répertoire partagé sur le serveur NFS. Et ici, on va définir le nom du volume Docker que l'on va créer qui va avoir comme propriété tout ce qu'on a défini à ce niveau-là. Alors, on récupère cette instruction, là, on l'a compris, C, et on va la coller dans le serveur Docker, c'est-à-dire la machine sur laquelle Docker est installé. Hein. Hop, colle, et on valide. Si je fais un Docker volume sans S, ls, hein, on a bien le volume Docker qui s'appelle partage qui a été créé. Si je fais un Docker inspect volume, ici, comme ça, partage plutôt, Docker inspect partage, on constate que ce partage, il est là, le point de montage va se trouver dans ce dossier-là, et qu'il pointe bien sur ce partage-là, hein, il pointe bien sur ce serveur et dans ce dossier partagé-là. Ça veut dire que tout ce qu'on va faire maintenant, on va le trouver dans ce point de montage sur la machine locale, tout ce qu'on va créer hein, plutôt dans notre conteneur Docker, on pourra le trouver à persister dans ce point de montage hein, sur la machine locale et sur le serveur NFS dans ce dossier-là. Alors on va voir ça. On va créer une machine, un conteneur, avec la commande docker run, -it, -d, va fonctionner en arrière-plan, -v, et le volume partage que l'on a créé va être mappé au dossier /data. Et on va utiliser une distribution Linux qui est la Alpine. Alors pourquoi c'est intéressant cette distribution-là? Parce que, alors on peut utiliser Ubuntu, hein, ça n'a aucune importance, hein, mais pour changer un peu, c'est-à-dire que Alpine, c'est une distribution dans laquelle il y a tous les outils réseau, le ping, que l'on doit parfois installer sur la machine Ubuntu. Alors peut-être pour voir la différence qu'on va faire, on va travailler déjà avec la distribution Ubuntu. Alors, on va faire comme ça en deux temps hein, pour que on comprenne bien que ce qu'on fait est fonctionnel, quelle que soit la distribution qu'on utilise. Hein. Voilà, hop, Ubuntu. Je fais comme ça. Alors, je récupère cette commande.
Donc il n'y a rien de spécial sur cette commande-là. Voilà. Et donc je fais dockerlan -it -d -v le partage NFS / data Ubuntu. Je valide. Voilà. Je fais un docker ps. Voilà. Donc là j'ai bien la machine qui fonctionne. Alors, je ne vais pas donner de nom à cette machine, donc je vais faire un docker exec -it. Alors quand on ne donne pas de nom, c'est simple, il y a un nom aléatoire qui est donné à la machine, ou alors on peut utiliser tout simplement l'idée du conteneur. On peut faire comme ça, pour se connecter au conteneur si on n'a pas le nom, et on fait un bash. Ici. On valide. Voilà, des fois, il faut valider pour qu'il nous rende la main, parce qu'il y a un petit temps, des fois, qui peut s'écouler du fait qu'on se connecte au réseau. Donc, si je fais un ls, j'ai bien le dossier data qui est là. Si je fais un cd data, et si je fais un touche fichier .txt, donc là, j'ai créé un fichier, je fais un ls. Donc, j'ai le fichier txt qui est créé ici, et je vais faire un écho, entre guillemets, bonjour, hop, fichier .txt. Si je fais un ls, le fichier cat fichier.txt, il est là, normalement. Et je vais maintenant aller sur le serveur NFS. Je vais aller dans le dossier var NFS général. Si je fais un ls, j'ai fichier txt qui est là. Si je fais un cat fichier.txt, j'ai bien bonjour. Si je fais un écho ici, et je vais rajouter une ligne avec bonjour dans le fichier.txt, ici, alors il me dit que la permission est ténuée, puisque de l'autre côté, il a été créé dans un conteneur, il a été créé en route. Donc je vais faire un sudo. Alors sudo, ça passe pas non plus, donc je vais faire un sudo et su. Voilà. Et là, je vais rappeler cette commande-là pour le faire en mode route ici. Voilà. Donc si je fais un cat fichier.txt, hop, j'ai bien bonjour. Si je retourne sur le conteneur Docker, si je fais cat fichier.txt, voilà, donc on a bien un volume qui est, comment dirais-je, qui a été un volume Docker qui pointe vers un partage NFS. Et ça, c'est super intéressant. Ici, si je fais un Docker volume ls, voici mon partage. Si je fais un Docker inspect partage, on a le point de montage qui se trouve ici, en local. Je vais faire un CD, c'est pas bon, je fais un CD, je passe permission dénude, bien évidemment, sudo su, et si je fais un CD et je colle, ici, hop, je fais ls, et si je fais un cat fichier.txt, on voit que le fichier est bien en local. Donc, en conclusion, c'est-à-dire qu'on voit que quand on crée un partage NFS, donc sur un serveur NFS, quand on crée ce partage-là, on peut créer un volume Docker avec une commande comme celle-ci. Donc, un volume Docker qui va s'appeler partage. On va lui donner bien sûr le nom du partage, l'adresse du serveur sur lequel se situe ce partage NFS. On lui donne les permissions également, RW, et on définit le type du partage. Et ici, on indique qu'on va utiliser un driver qui est local, ce qui signifie qu'on va avoir sur le disque dur local, comme on vient de le voir ici, un point de montage qui va être mis en place à ce niveau-là. Et donc ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire tout simplement que
Dorénavant, les conteneurs Docker qui fonctionnent sur cette machine vont persister leurs données sur un serveur distant. Et donc, même si le conteneur est détruit, même si la machine qui est ici est en panne, pas de problème, on retrouvera les données sur le serveur distant. Voilà pour la persistance de données avec Docker. Alors, sachant qu'il y a encore d'autres aspects, on peut créer des persistances éphémères en RAM, hein, comme lorsqu'on utilise de la mémoire virtuelle, mais cette mémoire virtuelle ne serait pas sur le disque dur, mais en mémoire. On peut créer des partages également sur des serveurs NAS ou sur d'autres types de volumes. Et déjà, on va s'arrêter là pour ce dont on a besoin dans notre formation. Alors, pour les types d'exercices à réaliser, hein, exercices en travaux pratiques, ici, 1, pour essayer d'exploiter tout ça, créer 2 conteneurs. Alors peut-être avant de donner l'exercice, je voulais juste expérimenter Alpine hein, qui est ici. Ça va être un peu le même principe, mais juste pour voir un petit peu ce qu'il y a d'intéressant avec une distribution comme celle-là, c'est que voilà, on attend juste un petit peu que ça se fasse bien, on valide. Si je fais un Docker PS, donc là la seule chose qui va changer, c'est la distribution qui fonctionne, c'est la Alpine. Si je me connecte sur ce type de conteneur-là, si je fais un Docker exec, je colle, non, moins IT, hein. Si je colle un moins IT, et que je fais un bash, BASH, ça va pas fonctionner parce que comment dirais-je, donc l'interpréteur de commande qui existe sur la Alpine, c'est pas bash, c'est ASH. Donc je reviens ici et je vais utiliser le ASH. Voilà. Et donc là, ls, tout ça, ça va fonctionner avec la commande ASH. Le ping, normalement, ça marche. Le IP ADDR, ça marche. Je ne sais pas si le if config fonctionne. Voilà. Netstat, par exemple. Netstat, netstat. Voilà. IP route, je présume également. Voilà. Et donc, on voit que là, avec la distribution Alpine, alors bien sûr, hein, si je fais un ls, on aura le dossier data de tout à l'heure, hein, puisqu'on a créé le conteneur avec un volume. Donc, voilà ce qu'il y a d'intéressant dans la distribution Alpine, c'est que on a une distribution qui arrive avec toutes les commandes réseau hein, que l'on peut installer, bien évidemment, sur la Ubuntu. Alors, je reviens sur les travaux pratiques. Là, l'objectif, ce sera de créer 2 conteneurs. Alors, vous pouvez faire sur la distribution que vous voulez. Hein. Ça peut être soit de l'Ubuntu, soit de la Debian, soit de l'Alpine, soit de la CentOS. Voilà, donc là, vous faites absolument ce que vous voulez. Vous pouvez expérimenter d'autres types de distributions, hein, pas uniquement Ubuntu hein, pour les conteneurs. Hein, pourquoi pas, c'est toujours très intéressant d'expérimenter autre chose. Hein. Sur ces 2 conteneurs, on souhaite créer un fichier qui sera mis à jour hein, à partir des deux conteneurs. Hein.
Et lorsque on consulte le fichier à partir de la machine haute, c'est-à-dire la machine vagrante, hein, on retrouve les modifications réalisées à partir des deux containers. Alors ça, c'est intéressant comme exercice. Alors sachant que dans la réalité, on ne pourrait pas, par exemple, avoir deux conteneurs qui vont partager le même dossier, le même volume. Par exemple, dans le cadre d'une base de données, parce que dans le cadre d'une base de données, par exemple, imaginons qu'on ait ces deux conteneurs qui mettraient à jour la même ligne, ben, il faudrait utiliser ce qu'on appelle la synchronisation de processus pour pouvoir faire les choses. Donc, ici, ça c'est le premier point. Deuxièmement, ben, on peut faire exactement le même travail. Ici, hop. Ça va être créer deux conteneurs. Donc, créer deux conteneurs Ubuntu Debian, ce que vous voulez. Hein. Cette fois-ci, ce serait sur des serveurs différents. Donc, un serveur pourrait avoir l'adresse 192.168.33.11, celui qui a été réalisé. Un autre 192.168.33.12. Donc, créer deux conteneurs. Sur ces deux conteneurs, on souhaite créer, on va essayer de ne pas faire de fautes d'orthographe hein, dans la mesure du possible, donc on souhaite créer un fichier qui sera mis à jour à partir des deux conteneurs. Et lorsqu'on le consulte, le fichier, à partir, alors donc, à partir, si vous voulez, donc du serveur NFS, d'un serveur NFS, d'un serveur NFS, on retrouve les modifications réalisées à partir des deux conteneurs. Ça, c'est intéressant à faire, hein, c'est-à-dire que là, on aurait deux serveurs distants et en fin de compte, ils travailleraient donc en fin de compte hein, sur le même fichier. On peut également, donc dans un troisième exercice, par exemple, là, l'idée, ce serait de créer deux conteneurs sur lesquels on installerait MySQL et qui mettrait à jour la même base de données. Alors, comment on pourrait faire ça? Donc là, l'idée, hein, c'est de créer deux conteneurs, soit Ubuntu, Debian, Alpine ou CentOS, c'est comme vous voulez, hein, sur lesquels on installe MySQL et qui mettrait à jour la même base de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je suis sur un conteneur, je suis par exemple sur un premier conteneur, j'aurai par exemple la base de données gestion. Enfin, l'objectif, ça va être de mettre à jour une base de données gestion, et sur l'autre conteneur, ce serait la même base de données, mais l'objectif, c'est que toute mise à jour qui aura été faite à partir du conteneur 1 devra être retrouvée dans le conteneur 2, et ainsi de suite. Hein. C'est-à-dire que là, l'objectif, hein, peut-être précision, hein, camarade précision, comment dirais-je, donc la base de données gestion serait mise à jour à
mise à jour, ça veut dire qu'on pourrait insérer des enregistrements, hein. Il suffit de voir ce qu'on a fait en cours, hein. La base de données gestion serait mise à jour à partir, donc il y a la table personne, hein, à partir du conteneur 1 et du conteneur 2, et toute modification effectuée à partir d'un container ou de l'autre serait retrouvée à partir de l'un ou l'autre container. Ce qui signifie tout simplement que si je fais un insert de quelque chose à partir du conteneur 1, dans la table personne par exemple, hein, et si je fais donc à partir du conteneur 1, il suffit de revoir les instructions, hein, dans les cours qu'on a fait lors de l'installation du serveur MySQL de la base de données gestion, hein. Donc ça, si on faisait un insert à partir du conteneur 1 dans la table personne, hein, de la base de données à partir du conteneur 1, et si je fais un insert de quelque chose à partir du conteneur 2 à partir du container 2, eh bien, pas de problème. Donc, sans aucun problème, hein. C'est-à-dire que là, quand je ferai ces inserts-là, donc quel que soit le container à partir duquel je me connecte, ben, si je fais un select de toutes les instructions qui auraient de toutes les données avec un select étoile from personne, de tout ce qu'il y a dans la base de données, dans la table personne, eh bien, je devrais retrouver tous les enregistrements que j'aurais insérés à partir de ce conteneur et tous les enregistrements que j'aurais insérés à partir de celui-là. L'idée, c'est ça, de réfléchir à comment faire ça. Vous avez suffisamment même les gens qui ne connaissent pas SQL, avec les quelques instructions que j'ai données dans la création de la table MySQL, moi, ça me suffit amplement. Ensuite, peut-être un dernier exercice. Dernier exercice ici, ce serait le suivant, donc quatrièmement ici. Hop. Quatrièmement. Alors, l'idée ici, en cours, hein, Dockerfile, nous avons ici, hein, alors peut-être je vais pas donné cet exercice-là, ça va être un peu compliqué ici. Ok, donc on va s'arrêter là. Voilà pour ce cours sur les volumes. Donc l'objectif, c'est d'essayer de faire ces exercices. Deux façons de les faire, hein, ces exercices, hein. Ce qui est intéressant quand on fait un exercice, c'est déjà, vous voyez, quand vous faites un exercice, c'est très important de réfléchir au niveau des réponses et d'essayer de donner une démarche, comment vous voyez un petit peu la chose en français. Par exemple, ici, voilà, je vais créer un conteneur qui va mapper tel volume, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant de mettre une démarche et puis de faire l'exercice ensuite, ou alors de faire l'exercice d'abord et d'écrire la démarche ensuite. Important les démarches parce que lorsque vous allez exposer les choses devant des membres de jury, eh bien, il faut pouvoir véhiculer par des mots toutes les manipulations que vous aurez faites. Voilà donc pour ce cours sur les volumes.